L'histoire du soir. René Rabotte avait commencé à gagner sa vie à l'âge de 14 ans. Il était entré comme commissionnaire à l'épicerie Pellado. Afin de se donner une apparence plus âgée, il avait échangé la culotte pour le pantalon. René était le dernier garçon d'une famille de 6 enfants. Après lui, il y avait une fille, Martine. Son père était maçon. Comme tous les gens de son métier, il ne travaillait pas régulièrement. Lorsqu'il était employé, l'on vivait très bien dans la famille Rabotte. Lorsqu'il chômait, l'on s'endettait et l'on vivait moins bien. Dans les bonnes périodes, le père Rabotte donnait parfois le dimanche une pièce de 10 ou 25 sous à l'un de ses enfants. « Tiens, disait-il, va t'acheter quelque chose. » Et le jeune courait à un petit restaurant et revenait avec un cornet de crème glacée ou des bonbons. Jamais il ne leur dit « Tiens, mets ça de côté, et quand tu auras une piastre, tu la porteras à la banque. » La famille Rabotte ignorait ce que c'est qu'un compte de banque. À cette époque, il y avait plusieurs mois que le père était sans ouvrage. Anatole, l'aîné des garçons, apprenait le métier de barbier et gagnait juste assez pour s'habiller. Tréflé était placé dans un cinéma à salaire nominal. Léon accrochait quelques piastres à jouer au baseball pour le club du restaurant Aux Éclairs. Et Clément se cherchait vainement une place. Quant à René, il avait encore 2 ans pour finir son cours à l'école, mais cela ne le tentait pas de se rendre jusqu'au bout. Lorsqu'il annonça à sa famille qu'il allait entrer à l'épicerie Pellado, personne ne fit d'objection. Au contraire, les parents furent enchantés. René commença à travailler à 3 piastres par semaine. Naturellement, parce qu'il était le plus jeune, on lui arracha son argent pour vivre. René passa 10 ans dans cette épicerie, puis elle fut vendue et il dut partir. À ce moment-là, il gagnait 14 piastres par semaine. Maintenant, il était un homme ayant tout près de 24 ans. Pendant ces années, la famille s'était éparpillée. Le père et la mère étaient morts et les enfants avaient pris chacun leur bord. Aucun n'était en train de faire fortune. Presque tous menaient une existence précaire. Au sortir de chez Pellado, René chôma pendant 2 mois, puis il entra à l'épicerie Bougie. À 30 ans, il se maria. Il épousa une veuve de 27 ans. Ce qu'il avait décidé, c'est qu'elle lui avait déclaré qu'elle ne pourrait avoir d'enfant, ayant dû subir une opération. Ainsi, pas de lourdes charges à soutenir. Une vie facile. En se mariant, il se loua un petit logis de 4 pièces qu'il meubla à crédit. Puis voilà que le père Bougie embaucha l'un de ses neveux. Rabotte se trouva de nouveau sans place, et pas d'économie. Ce fut une dure passe. Les propriétaires des meubles n'étant pas payés, ils vidèrent la maison. Toutefois, sa femme trouva à s'employer dans un restaurant, et l'on put vivre. 4 mois s'écoulèrent, puis René entra à l'épicerie Larrot. En lui-même, il reconnaissait que c'était dur de se remettre au travail. Quand on a pris l'habitude de se lever à 9 ou 10 heures, de flâner dans son lit, d'aller où l'on veut, c'est pénible de s'atteler de nouveau à une besogne régulière, de s'arracher des draps à 6 heures au son hostile du réveil matin, de balayer le magasin, de grimper des escaliers avec de lourds paniers de provisions, de se hâter vers midi porter des boîtes de soupe, de ne jamais arrêter, et cela pour un petit salaire. Souvent, dans ses courses rue Saint-Hubert ou Cherrier, il voyait des rentiers qui, le matin l'été, s'installaient confortablement dans un fauteuil en avant de leur maison, et passaient là la journée à fumer la pipe ou le cigare, en digérant paisiblement ou en causant avec un voisin aussi fortuné. Pas de travail, pas de préoccupation. Dormir, manger, se reposer, laisser couler les heures. Dire qu'il y a des chanceux qui peuvent vivre cette vie-là. Puis penser qu'il y en a qui pourraient mener une belle existence, s'offrir des distractions, se payer de l'agrément et qui, au lieu de cela, se donnent un mal de chien. N'est-ce pas stupide?
Ainsi, M. Aurélier, son propriétaire, il travaillait à un bon salaire dans une compagnie d'assurance. Mais ce n'était pas assez, et le soir, il faisait chez lui des travaux de comptabilité pour des commerçants des environs. Cela pour rajouter à son revenu. Et sa femme travaillait dans un salon de coiffure. Il s'était acheté une maison de 6 logements, les Auréliers, et il voulait la payer. Bien sûr que c'étaient des ambitieux, ces gens-là. Et il ménageait furieusement pour payer les intérêts, les taxes, les assurances, les réparations et les paiements lorsqu'ils devenaient dus. Dire que lui, Aurélier, au lieu de s'en aller se reposer pendant 15 jours au bord d'un lac dans les Laurentides, il passait le temps de ses vacances à peinturer sa maison, à refaire la clôture de sa cour ou à remplacer l'escalier extérieur qui avait fait son temps. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire exécuter ses travaux par un peintre ou un charpentier menuisier? Est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde vive? Qu'est-ce qui arriverait si l'on faisait toujours tout le travail soi-même, si l'on n'employait jamais personne? Lui, René Rabotte, il ne gagnait pas gros et il travaillait dur, mais il tâchait de vivre comme tout le monde. Le dimanche, et parfois le soir, lui et sa femme allaient au cinéma. Ils allaient voir des amis et les recevaient. Puis au mois d'août, ils partaient pour le lac Tremblant ou Shawbridge, et pendant 2 semaines, ils se baignaient, ils se reposaient, ils dansaient et se distrayaient. Invariablement alors, l'on était en retard pour le loyer, mais Rabotte n'était pas embarrassé pour si peu. Le propriétaire, il pouvait attendre. Ces Auréliers, ces gens qui travaillent et ne dépensent rien, ils s'étaient bien pressés de réclamer leur dû, pensait Rabotte. Mais l'argent, lui, ne se hâte pas d'arriver, il faut attendre de l'avoir pour payer. Alors lorsqu'Aurélier lui demandait son terme, Rabotte répondait: « Vous comprenez, j'ai pris mes vacances, ça m'a cassé. Les billets de chemin de fer, la pension, les habits, les costumes de bain, les petites dépenses, ça monte vite. Prenez patience, je vous paierai le mois prochain. Puis vous ne devez pas avoir besoin d'argent, vous êtes riche. » Parfois, Aurélier avait la mine inquiète, anxieuse. « Il se fatigue trop à travailler, cet ambitieux-là, » disait Rabotte à sa femme. Maintenant, les affaires allaient mal. Les maisons de commerce, les magasins, les manufactures, les usines diminuaient leur personnel, baissaient les salaires. Nombre d'établissements fermaient leurs portes. Décidément, les perspectives étaient sombres. Des milliers et des milliers de gens étaient sans travail, sans ressource aucune. Partout, c'était la même chose. De toute nécessité, les autorités durent intervenir pour protéger les malheureux, les indigents. On leur alloua des secours et naturellement les taxes furent augmentées. En l'espace de 4 mois, le salaire de Rabotte fut diminué 2 fois. Aurélier vit aussi ses appointements considérablement rognés. 2 de ses locataires, 2 ouvriers furent congédiés et devinrent chômeurs. Aurélier avait une figure fort soucieuse. Depuis le commencement de la crise, sa femme avait cessé de travailler, le salon de coiffure qui l'employait n'ayant plus besoin de ses services. Puis un samedi soir, le patron de l'épicerie Larrot annonça à Rabotte qu'il ne pouvait plus le garder. Il était incapable de payer plus longtemps le salaire d'un commis. Sans position et pas d'économie, c'était l'hiver. Immédiatement, René se rendit au bureau de secours et donna son nom. Aurélier avait maintenant 3 locataires sans travail qui ne lui payaient aucun loyer, mais la ville lui réclamait des surtaxes pour nourrir ces gens. Chaque semaine, Rabotte allait chercher ses bons de secours et il les échangeait à l'épicerie pour des provisions. Au cours de l'hiver, un matin qu'il faisait grand froid et qu'un vent cinglant soulevait la neige et la faisait tourbillonner au-dessus des maisons et dans les ruelles, Rabotte se heurta en arrivant au bureau de secours à une vieille femme de 65 à 68 ans qui sortait de là et qui descendait les degrés de l'escalier. Coiffée d'un méchant feutre déformé d'où s'échappaient des mèches de cheveux blancs, elle était toute frêle, maigre, pitoyable.
Son pauvre corps était enveloppé d'un mince manteau marron garni d'une fourrure déteinte, jaunie, pelée, d'un léger manteau d'automne à travers lequel passait la bise mordante. « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» dit-elle en l'abordant. « Ils refusent de me venir en aide. Ils disent que je suis trop vieille. Je n'ai pas un sou et je suis seule. J'ai un fils, mais ça fait 15 ans que je suis sans nouvelles de lui. Je ne sais où il est, j'ignore même s'il est vivant ou mort. Pour dire la vérité, je connais des gens qui ne me laisseront pas mourir de faim, qui me donneront bien à manger de temps à autre, mais il me faut payer ma chambre. Je dors dans un petit réduit, grand comme une table, sans fenêtre, une place pour un chien. Mais il me faut payer 1 piastre par semaine pour ce gîte. Chaque samedi, il faut que je paie. Autrement, on me mettrait à la porte. » Parce que son cœur débordait de souffrance et de désespoir, la passante avait raconté sa détresse à un étranger. Puis elle était repartie. Fouettée par la bise qui mordait sa pauvre chair à travers ses minces vêtements, glacée jusqu'aux os, abattue, découragée, chevrotante, lamentable, la vieille femme à cheveux blancs s'éloigna sur la route où le vent qui emportait la neige secouait aussi cette loque humaine. Rabote rattrapa la vieille, puis lui fit une proposition. Si elle n'avait pas de famille, alors il l'accueillerait. Entre pauvres, il faut s'aider. Lui et sa femme vivaient un heureux ménage, mais sans enfants. Ils pouvaient bien adopter une grand-mère. La vieille femme avait emménagé quelques jours après, et ainsi la famille s'était agrandie. Quelques mois plus tard, René et sa femme avaient retrouvé du travail. Sur les conseils avisés de leur grand-mère adoptive, ancienne institutrice, ils avaient fait quelques économies et finirent par monter un petit commerce qui connut rapidement un grand succès. Pendant plus de 20 ans, ils avaient tous les 3 besogné dur pour un petit salaire. Ils avaient dû subir les reproches de patrons exigeants, écouter les récriminations de clients acrimonieux. Maintenant, ils vivaient confortablement du fruit de leur labeur, mais ne portaient toujours aucune importance à l'argent. Pour rebondir, il faut parfois toucher le fond. L'histoire du soir. Louise était issue d'une famille simple, à l'aise financièrement, sans pour cela rouler sur l'or. Ses parents, Laure et Marc, étaient commerçants et tenaient un magasin de vêtements dans le quartier. Ils s'étaient lancés ensemble dans cette aventure dès qu'ils s'étaient mis en couple, après s'être connus lors d'une fête de la musique. Ils avaient à cette occasion pris un plaisir fou à déambuler de quartier en quartier avec un groupe d'amis. Ils s'étaient revus et de fil en aiguille s'étaient trouvés de nombreux centres d'intérêt communs. Après une année à se fréquenter, ils s'installèrent ensemble. Une fois l'affaire commerciale bien partie, ils s'étaient mariés et avaient poursuivi jusqu'à maintenant. Louise était née tout juste 1 an après son frère Ryan, une volonté de leurs parents. Ils avaient souhaité 2 grossesses quasi consécutives, afin, disait-il aux amis qui s'interrogeaient, d'avoir 2 enfants complices. Il s'agissait aussi, selon l'expression de sa mère, de rester dans les couches dans la foulée et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes une fois les 2 enfants désirés venus au monde. Une scolarité bien réussie et une enfance heureuse jusqu'à la préadolescence marquèrent le début de la vie de Louise. De son côté, André et sa famille n'étaient pas originaires de Paris. Alain, son père, avait passé sa vie de jeune homme dans un département limitrophe. Il travaillait dans le bâtiment. C'était un homme sérieux, travailleur et droit. C'est à l'occasion d'un chantier dans le quartier du Marais qu'il rencontra Solange. Une sorte de rencontre improbable qui eut lieu lors de sa pause déjeuner. Il allait toujours dans le square de la place Padeloup qu'il avait découverte en marchant le premier jour des travaux. Il s'installait régulièrement sur le même banc, étrangement toujours disponible. Elle, par curiosité mais aussi parce qu'il était plutôt bel homme, s'adressa à lui sous un prétexte banal. Alain,
refaisant sans le savoir l'appartement de sa future belle famille, tomba sous son charme. Les choses suivirent leur cours, ils se revirent et banalement vécurent ensemble. Aidés par les connaissances de la famille de Solange, ils purent s'installer dans le coin. Ils menèrent une vie simple, mais très agréable. Solange travailla comme assistante de vie scolaire dans un collège du quartier et Alain fonda sa petite entreprise dans le secteur économique qu'il maîtrisait. André fut le premier enfant issu de ce couple, suivi par une sœur Marie et un frère Georges dans les 5 années qui suivirent. Ces années d'école primaire furent délicates. Il n'était pas fait pour le travail purement scolaire, contrairement à ses frères et sœurs qui suivirent une scolarité plus classique et brillante. Mais il avait une dextérité remarquable pour travailler le bois. Il devint un ébéniste réputé sur la place de Paris. Georges devint géomètre et Marie médecin anesthésiste. Mais l'intelligence de leurs parents fut de ne jamais les opposer les uns aux autres. De par son parcours, André fut le premier des 3 à gagner sa vie. Il n'en tira aucune gloriole superficielle vis-à-vis de la fratrie. Au contraire, il les aida quand le coût des études devint trop lourd pour les seuls parents. Comment peut-il aller au cinéma sans savoir ce qu'il veut regarder? Cette étrange question qui visait André chaque semaine, en général le samedi, résonnait dans la tête de Louise. Elle, quand aucun film en particulier ne l'attire, elle passe en revue les sorties du moment pour faire son choix. En outre, elle est rarement dans ce cas, car c'est une cinéphile avertie. Elle a donc une espèce de classement interne qui lui est propre. En tête de liste, des réalisateurs incontournables pour lesquels elle ne manquerait à aucun prix la sortie d'un nouveau film. Pour André, c'est Coppola. Il a été en quelque sorte foudroyé par Apocalypse Now. Tout dans ce film le fascine. Son élaboration d'abord, dans sa réalisation fut homérique. Il avait été bouleversé, remué, transformé par cette fresque sur la guerre du Vietnam d'un lyrisme absolu. Il avait aussi évidemment apprécié la trilogie des Parrains. Louise et André s'étaient rencontrés non pas par hasard comme c'est souvent le cas, mais par l'entremise d'amis communs qui furent d'une certaine manière visionnaires. Quelques soirées entre copains, des apartés artificiellement provoqués, et ce qui devait arriver arriva. Ils se plurent et commencèrent relativement rapidement à partager leur vie. Avec André, dans leur bel appartement de la rue de Bellem, dans le 3e arrondissement, ils organisent des soirées ciné, dans lesquelles un quiz est proposé. Ils sont en général une petite dizaine, et tout le monde est toujours partant. Tout cela est bien préparé, parfois pointu, mais jamais ennuyeux. Les récompenses de Louise, le plus souvent anecdotiques voire symboliques, sont toujours infiniment agréables à recevoir. Ce peut être une bande dessinée, un roman, un disque vinyle revenu à la mode, ou un simple poème de sa création. Parfois même, Louise offrait un pot de confiture et pire un mug affreux avec un horrible dessin. À chacune de ces soirées, il y avait toujours le moment de la petite guéguerre qui s'était établie entre Louise et André. Ils étaient en opposition parfois farouche quand il s'agissait de défendre son Coppola ou son Scorsese. Le seul vainqueur de leur joute verbale restait toujours la mauvaise foi. Tous leurs amis en riaient de bon cœur à chaque fois. C'était l'attraction du soir. Chacun se connaissait parfaitement et tous savaient qu'aucun des deux ne changerait d'avis. Ils savaient également tout autant que dès les derniers participants partis, tout était oublié. Ensuite, le calme et la bonne entente revenaient. C'était leur force. Or, à l'occasion de la sortie du dernier Scorsese, ils se disputèrent plus vivement qu'à l'accoutumée. Louise s'excusa auprès de ses invités et sortit lentement de chez elle, seule, silencieuse, digne. Personne n'essaya de la retenir. Chacun la connaissait bien. Si elle sortait, c'est que c'était sa solution.
La réaction d'André fut tout d'abord d'ignorer superbement cette sortie et de demander calmement à chacun de s'asseoir et de reprendre ses esprits. De toute évidence, elle a besoin de prendre l'air quelques minutes et de s'aérer la tête, se justifia-t-il. Il proposa de remettre cette soirée à une prochaine semaine, ce que tout le monde approuva piteusement. Chacun repartit chez soi. La nuit était déjà bien avancée en ce soir de décembre, mais la température fort clémente pour cette saison. The Irishman était pourtant sorti depuis quelques semaines, et Louise ne comprenait pas pourquoi André avait remis ce sujet de discorde sur la table. Dès sa sortie de l'immeuble, un des rares ayant gardé un certain cachet, elle se mit à marcher rapidement afin d'être certaine de ne pas se retrouver face à face avec un de ceux qui avaient assisté à cette scène. En passant devant un restaurant de la rue de Poitou, elle se rappela ses années passées au lycée François Truffaut, situé dans la rue où elle vivait actuellement. Un nom prédestiné pour celle qui, à cette époque, ne s'intéressait guère au cinéma, sinon en tant que lieu de rencontre discrète. Elle avait grandi rue de Bretagne, à 2 pas de son lycée. Par la force des choses, il lui était difficile et même impossible d'invoquer quoi que ce soit pour justifier un retard éventuel chez ses parents. Malgré son enfance heureuse, son adolescence n'avait pas été une période très facile à vivre. Comme souvent à ses âges, elle ne se trouvait pas belle. Elle changeait de coiffure et de style vestimentaire assez régulièrement. Elle se cherchait, mais avec difficulté. Une puberté légèrement tardive par rapport à ses copines n'avait rien arrangé. Sa mère avait beau la rassurer, l'angoisse était tenace. Il avait fallu attendre sa réussite au bac obtenue avec mention pour qu'elle s'accepte enfin. Les succès sentimentaux venant également durant cette année de terminale, tout rentra dans l'ordre. Elle s'était trouvée. Elle poursuivit de brillantes études et devint expert comptable. Rapidement, le bouche à oreille très positif la concernant fit prospérer le cabinet indépendant qu'elle fonda sans perdre de temps. Afin de se changer les idées, elle continua à marcher jusqu'au cirque d'hiver, rue Amelot. Un peu plus loin, le Rush-Bar était encore ouvert. La musique qui semblait s'en évader l'attira. Ici et maintenant, elle avait besoin d'une main secourable. Elle était incapable d'en définir la nature, mais il fallait qu'on l'aide à s'extirper de cette mauvaise spirale qui parfois vous emporte tel un esquif sur l'océan déchaîné. Les invités partis, André n'avait plus qu'une obsession, avoir des nouvelles de Louise. Il lui fallait maintenant rattraper le coup avec elle. Il décida de sortir lui aussi, en se disant que peut-être il la croiserait. Il savait également qu'alors le plus dur commencerait, car sa bévue était telle qu'il serait difficile de l'effacer. Il tenta de lui téléphoner, sans grand espoir toutefois. Et en effet, il tombait sur la messagerie. Il ne le savait pas, mais dans la précipitation, Louise avait laissé son portable chez eux. Il errait, jetant un coup d'œil furtif chaque fois qu'il passait devant quelque chose d'encore ouvert. Son cerveau était monopolisé par cette question. Où a-t-elle pu aller? Louise s'installa dans le bar, à une table isolée. Se refaisant le film de la soirée maintenant qu'elle se sentait calmée, elle prit la décision à son tour d'appeler André. Pour tâter le terrain et voir dans quel état d'esprit il était. Évidemment, l'oubli de son téléphone contraria définitivement ce plan. Sa colère remonta, mais dirigée plutôt contre elle à présent. Elle se sentait nue, désarmée, impuissante. Après avoir plus que prévu terminé le galopin de bière qu'elle avait commandé, elle se dirigea alors vers la place de la République. Sans doute, espérait-elle, qu'il y aurait de l'animation sur cet endroit historique. Pour André, ce lieu est le véritable cœur de Paris, et elle le savait. Il
qu'il vénère le théâtre des Jazets, considéré généralement comme le plus vieux de Paris. S'il avait quelques remords, il ne pouvait que se rendre par là-bas. André repassa à leur domicile afin de récupérer son portefeuille resté dans la poche de sa veste de travail. Par acquis de conscience, il réessaya une nouvelle fois de joindre sa compagne, et en entendant la sonnerie si personnelle jaillir de sous le coussin du canapé, il dut se rendre à l'évidence. Elle était effectivement injoignable. Il lui apparut les deux seules solutions possibles, l'attendre passivement ici ou partir à sa recherche. Ce fut vers République qu'il se dirigea instinctivement, sans même y avoir pensé. Il remonta lentement la rue de Turenne, puis bifurqua pour se rendre sur sa place préférée. L'affiche du théâtre des Jazets lui attira l'œil, et machinalement il prit 2 ou 3 minutes pour l'observer. Il ne put s'empêcher de penser que ce spectacle plairait bien à Louise. Si la caisse n'avait pas été fermée, il aurait à coup sûr acheté les 2 places dès maintenant. Dans ce théâtre, il avait vu notamment le fameux duo Fontéval, si irrésistible dans les années 70 et 80. Chacun d'eux avait par la suite mal tourné d'une manière ou d'une autre. André se rappelait des crises de rire avec ses amis de collège. Sans doute est-ce aussi pour cela que ce lieu était un peu sa Madeleine de Proust à lui. Mais pour l'instant, il n'avait pas le cœur à rire. Plus les minutes passaient, plus Louise lui manquait. Il était persuadé, ou peut-être s'était-il lui-même persuadé, qu'elle viendrait ici, sur cette place. Louise avait décidé d'attendre André entre le McDo et l'Hippopotamus, et d'entrer dans l'un d'entre eux dès qu'ils s'apercevraient l'un l'autre. 2 types de restaurants différents, mais qu'ils détestaient tout autant l'un que l'autre. Elle n'en raffolait pas plus que ça, mais c'était sa manière à elle de montrer qu'elle était la maîtresse du jeu. Il devrait bien se forcer à y entrer à son tour. Elle le savait, avec sa bourde, André s'était mis en mauvaise posture. Il le savait, il devrait d'une certaine manière montrer patte blanche. Fatalement, il finit par l'apercevoir, et le grand sourire qui éclaira alors son visage se transforma immédiatement en grimace à l'instant où elle franchit le seuil de la chaîne de restauration rapide. Il se planta derrière la vitrine. Il la regardait fixement tandis qu'elle commandait son menu. Ostensiblement, elle fit tout pour montrer qu'elle savourait son plat. Exagération qui fit de nouveau sourire André. En le voyant réagir ainsi, Louise éclata de rire devant les autres clients stupéfaits. À ce moment précis, les meilleurs souvenirs de leur vie de couple lui revinrent. Elle sortit, abandonnant son plateau sur la table. Il se mit devant la porte, ouvrit grand les bras et la serra contre lui. Tels 2 adolescents, ils repartirent main dans la main, André ne manquant pas de l'embarquer devant son théâtre des Jazets. Elle l'entraîna à son tour vers le Rush Bar, où ils s'échangèrent leurs excuses réciproques. Louise lui annonça alors que l'idée de cette soirée ferait une belle idée de départ pour un roman. L'histoire du soir. Voltaire, le crocheteur-borgne. Nos 2 yeux ne rendent pas notre condition meilleure. L'un nous sert à voir les biens et l'autre les maux de la vie. Bien des gens ont l'habitude de fermer le premier et bien peu ferment le second. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui aimeraient mieux être aveugles que de voir tout ce qu'ils voient. Heureux les borgnes qui ne sont privés que de ce mauvais œil qui gâte tout ce qu'on regarde. Mesrour en est un exemple. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que Mesrour était borgne. Il l'était de naissance, mais c'était un borgne si content de son état qu'il ne s'était jamais avisé de désirer un autre œil.
ce n'étaient point les dons de la fortune qui le consolaient des torts de la nature, car il était simple crocheteur et n'avait d'autre trésor que ses épaules. Mais il était heureux, et il montrait qu'un œil de plus et de la peine de moins contribuent bien peu au bonheur. L'argent et l'appétit lui venaient toujours en proportion de l'exercice qu'il faisait. Il travaillait le matin, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit, et regardait tous ses jours comme autant de vies séparées, en sorte que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance du présent. Il était, comme vous le voyez, tout à la fois borgne, crocheteur et philosophe. Il vit par hasard passer dans un char brillant une grande princesse qui avait un œil de plus que lui, ce qui ne l'empêcha pas de la trouver fort belle. Et comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes qu'en ce qu'ils ont un œil de moins, il en devint éperdument amoureux. On dira peut-être que quand on est crocheteur et borgne, il ne faut point être amoureux, surtout d'une grande princesse, et qui plus est, d'une princesse qui a deux yeux. Je conviens qu'on a bien à craindre de ne pas plaire. Cependant, comme il n'y a point d'amour sans espérance, et que notre crocheteur aimait, il espéra. Comme il avait plus de jambes que Dieu, et qu'elles étaient bonnes, il suivit l'espace de 4 lieues le char de sa déesse, que 6 grands chevaux blancs traînaient avec une grande rapidité. La mode dans ce temps-là, parmi les dames, était de voyager sans laquais et sans cocher, et de se mener elles-mêmes. Les maris voulaient qu'elles fussent toujours toutes seules, afin d'être plus sûrs de leur vertu, ce qui est directement opposé au sentiment des moralistes qui disent qu'il n'y a point de vertu dans la solitude. Mesrour courait toujours à côté des roues du char, tournant son bon œil du côté de la dame, qui était étonnée de voir un borgne de cette agilité. Pendant qu'il prouvait ainsi qu'on est infatigable pour ce qu'on aime, une bête fauve, poursuivie par des chasseurs, traversa le grand chemin et effraya les chevaux qui, ayant pris le mors aux dents, entraînaient la belle dans un précipice. Son nouvel amant, plus effrayé encore qu'elle, quoiqu'elle le fût beaucoup, coupa les traits avec une adresse merveilleuse. Les 6 chevaux blancs firent seuls le saut périlleux, et la dame, qui n'était pas moins blanche qu'eux, en fut quitte pour la peur. « Qui que vous soyez, lui dit-elle, je n'oublierai jamais que je vous dois la vie. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, tout ce que j'ai est à vous. » « Je puis avec bien plus de raison, répondit Mesrour, vous en offrir autant. Mais en vous l'offrant, je vous en offrirai toujours moins, car je n'ai qu'un œil et vous en avez 2. Mais un œil qui vous regarde vaut mieux que 2 yeux qui ne voient point les vôtres. La dame sourit, car les galanteries d'un borgne sont toujours des galanteries, et des galanteries font toujours sourire. « Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre œil, lui dit-elle, mais votre mère pouvait seule vous faire ce présent-là. Suivez-moi toujours. » À ces mots, elle descend de son char et continue sa route à pied. Son petit chien descendit aussi et marchait à pied à côté d'elle, aboyant après l'étrange figure de son écuyer. J'ai tort de lui donner le titre d'écuyer, car il eut beau offrir son bras, la dame ne voulut jamais l'accepter, sous prétexte qu'il était trop sale. Et vous allez voir qu'elle fut la dupe de sa propreté. Elle avait de fort petits pieds, et des souliers encore plus petits que ses pieds, en sorte qu'elle n'était ni faite ni chaussée de manière à soutenir une longue marche. De jolis pieds consolent d'avoir de mauvaises jambes lorsqu'on passe sa vie sur une chaise longue au milieu d'une foule de petits maîtres. Mais à quoi servent des souliers brodés en paillettes dans un chemin pierreux où ils ne peuvent être vus que par un crocheteur, et encore par un crocheteur qui n'a qu'un œil? Mélinade, c'est le nom de la dame que j'ai eu mes raisons pour ne pas dire jusqu'ici, parce qu'il n'était pas encore fait, avançait comme elle pouvait,
maudissant son cordonnier, déchirant ses souliers, écorchant ses pieds et se donnant des entorses à chaque pas. Il y avait environ 1 heure et demie qu'elle marchait du train des grandes dames, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait près d'un quart de lieue lorsqu'elle tomba de fatigue sur la place. Le Mesrour, dont elle avait refusé les secours pendant qu'elle était debout, balançait à les lui offrir dans la crainte de la salir en la touchant. Car il savait bien qu'il n'était pas propre, la dame le lui avait assez clairement fait entendre. Et la comparaison qu'il avait faite en chemin entre lui et sa maîtresse le lui avait fait voir encore plus clairement. Elle avait une robe d'une légère étoffe d'argent semée de guirlandes de fleurs qui laissaient briller la beauté de sa taille. Et lui avait un sarrau brun taché en 1000 endroits, troué et rapiécé en sorte que les pièces étaient à côté des trous et point dessus où elles auraient pourtant été plus à leur place. Il avait comparé ses mains nerveuses et couvertes de durillon avec 2 petites mains plus blanches et plus délicates que les lys. Mélinade essaie de se relever, mais elle retombe bientôt, et si malheureusement que ce qu'elle laissa voir à Mesrour lui ôta le peu de raison que la vue du visage de la princesse avait pu lui laisser. Il oublia qu'il était crocheteur, qu'il était borgne, et il ne songea plus à la distance que la fortune avait mise entre Mélinade et lui. La princesse s'évanouit. Mais quel fut l'étonnement de Mélinade quand, ouvrant les yeux au premier rayon du jour, elle se vit dans un lieu enchanté avec un jeune homme d'une taille noble dont le visage ressemblait à l'astre dont la terre attendait le retour. Il avait des joues de rose, des lèvres de corail. Ses grands yeux tendres et vifs, tout à la fois exprimaient et inspiraient la volupté. Son carcador, orné de pierreries, était suspendu à ses épaules, et le plaisir faisait seul sonner ses flèches. Sa longue chevelure, retenue par une attache de diamants, flottait librement sur ses reins. Une étoffe transparente, brodée de perles, lui servait d'habillement et ne cachait rien de la beauté de son corps. « Où suis-je et qui êtes-vous » s'écria Mélinade dans l'excès de sa surprise. « Vous êtes, répondit-il, avec le misérable qui a eu le bonheur de vous sauver la vie. » Mélinade, aussi aise qu'étonnée, regretta que la métamorphose de Mesrour n'eût pas commencé plus tôt. Un autre se serait désolé d'être un vilain borgne, mais Mesrour n'avait point l'œil qui voit le mauvais côté des choses. L'histoire du soir. Le fils du roi était sur le point de se marier. Aussi les réjouissances étaient-elles générales. Il avait attendu 1 année entière sa fiancée, et à la fin elle était arrivée. C'était une princesse russe, et elle avait fait route depuis la Finlande dans un traîneau attelé de sirènes. Le traîneau avait la forme d'un grand cygne d'or, et la petite princesse y était couchée entre les ailes du cygne. Son long manteau d'hermine retombait droit sur ses pieds. Sur sa tête, elle avait un petit bonnet tissé d'argent, et elle était pâle comme le palais de neige dans lequel elle avait toujours vécu. Elle était si pâle que quand elle passait par les rues, les gens s'en étonnaient. « Elle ressemble à une rose blanche » criait-on, et des balcons on jetait des fleurs sur elle. À la porte du château, le prince l'attendait pour la recevoir. Il avait des yeux violets et rêveurs, et ses cheveux étaient comme de l'or fin. Quand il la vit, il fléchit le genou et baisa sa main. « Votre portrait était beau, murmura-t-il, mais vous êtes plus belle que votre portrait. » Et la petite princesse rougit. « Elle ressemblait tout à l'heure à une rose blanche, dit un jeune page à son voisin, mais maintenant elle ressemble à une rose rouge. » Et toute la cour fut dans le ravissement. Les 3 jours qui suivirent,
tout le monde se disait rose blanche, rose rouge, rose rouge, rose blanche. Et le roi donna des ordres pour que la solde du page fût doublée. Comme il ne recevait aucune solde, sa position n'en fut pas bien améliorée. Mais on considéra cela comme un grand honneur et le décret royal fut dûment publié dans la gazette de la cour. Les 3 jours écoulés, le mariage fut célébré. Ce fut une superbe cérémonie. La mariée et le marié se promenèrent la main dans la main sous un dais de velours propre brodé de petites perles. Puis il y eut un banquet officiel qui dura 5 heures. Le prince et la princesse étaient assis au bout du grand hall et burent dans une coupe de pur cristal. Seuls les vrais amoureux peuvent boire dans cette coupe, car si des lèvres menteuses y touchaient, le cristal se ternirait et deviendrait gris et nuageux. « Il est visible qu'ils s'aiment l'un et l'autre, dit le petit page. C'est clair comme le cristal. » Et le roi doubla de nouveau sa solde. « Quel honneur !» s'exclamèrent tous les courtisans. Après le banquet, il y eut un bal. Le marié et la mariée devaient danser ensemble la danse des roses et le roi jouait de la flûte. Il jouait très mal, mais jamais personne n'avait osé lui dire parce qu'il était roi. Néanmoins, il ne savait que 2 airs et n'était jamais bien sûr lequel il jouait. Mais peu importait, car quoi qu'il fît, tout le monde criait. C'est charmant, c'est charmant. Le dernier article du programme était un grand déploiement de feux d'artifice qui devait terminer exactement à minuit. La petite princesse n'avait jamais vu un feu d'artifice de sa vie. Aussi le roi avait-il enjoint au pyrotechnicien royal de mettre en jeu toutes les ressources de son art le jour du mariage de la princesse. « À quoi ressemblent les feux d'artifice ?» avait-elle demandé au prince un matin comme elle se promenait sur la terrasse. « Ils ressemblent à l'aurore boréale, » dit le roi qui répondait toujours aux questions qu'on adressait aux autres. « Seulement, ils sont plus nature. Moi, je les préfère aux étoiles, car on sait toujours quand ils vont commencer à briller, et ils sont aussi agréables que ma musique de flûte. Vous les verrez certainement. » Donc au fond du jardin royal, un stand avait été préparé et aussitôt que le pyrotechnicien royal eut tout rangé en place, les feux d'artifice se mirent à causer entre eux. « Le monde est à coup sûr très beau, dit un petit pétard. Regardez ces tulipes jaunes. Ma foi, ce seraient de vrais marrons qu'elles ne seraient pas plus jolies. Je suis bien heureux d'avoir voyagé. Les voyages développent étonnamment l'esprit et jettent bas tous les préjugés qu'on a pu concevoir. Le jardin du roi n'est pas le monde, jeune fou, dit une grosse chandelle romaine. Le monde est un énorme espace, et il vous faudrait 3 jours pour le parcourir tout entier. Tout endroit que vous aimez est pour vous le monde, dit un soleil attaché jadis à une vieille boîte de sapin et très orgueilleux de son cœur brisé. Mais l'amour n'est pas à la mode, les poètes l'ont tué. Ils ont tant écrit là-dessus que personne ne les croit plus, et je n'en suis pas surpris. Le véritable amour souffre et se tait. Le roman est une chose du passé. Stupidité, s'écria la chandelle romaine. Le roman ne meurt jamais. Il ressemble à la lune. Il vit toujours. Le marié et la mariée s'aiment tendrement. J'ai tout appris sur eux ce matin d'une cartouche de papier brun qui s'est trouvée dans le même tiroir que moi et qui connaît les dernières nouvelles de la cour. Mais le soleil secoua sa tête. Le roman est mort, murmura-t-il. Il était de ces gens qui pensent que si vous répétez un certain nombre de fois la même chose, elle finit par devenir vraie. Soudain,
on entendit une toux sèche et perçante, et tous regardèrent autour d'eux. C'était une petite fusée au regard hautain qui était attachée au bout d'un bâton. Elle toussait toujours avant de faire une observation, comme pour attirer l'attention. « fit-elle, et tout le monde l'écouta, sauf le pauvre Soleil qui secouait toujours sa tête et murmurait « Le roman est mort ». Aussitôt que le silence fut parfait, la fusée toussa une troisième fois et commença. Elle parlait d'une voix distincte et très lente, comme si elle dictait ses mémoires, et elle regardait toujours par-dessus l'épaule de la personne à laquelle elle parlait. En fait, elle avait des manières très distinguées. « Comme le fils du roi est heureux, remarqua-t-elle, de se marier le jour même où je dois être lancée. Vraiment, si cela a été combiné de longue main, cela ne pouvait tourner mieux pour lui. Mais les princes ont toujours de la chance. »« Ah bah, dit le petit pétard, je pensais que c'était tout juste le contraire, et que vous étiez lancé en l'honneur du prince. »« C'est peut-être là votre cas, répliqua la fusée, et même je n'en doute pas. Mais pour moi, c'est différent. Je suis une fusée de qualité, et je suis issue de parents de qualité. Ma mère était la plus célèbre girandole de son temps. Elle était réputée pour la grâce de sa danse. Quand elle fit sa grande apparition publique, elle tourna 19 fois avant de s'éteindre, et à chaque tour, elle jetait en l'air 7 étoiles rouges. Elle avait 3 pieds et demi de diamètre et était composée de la meilleure poudre. Mon père était fusé comme moi et d'extraction française. Il volait si haut que l'on craignait de ne pas le voir redescendre. Il redescendait cependant, parce qu'il était d'une excellente constitution, et il fit une très brillante chute en une pluie d'étincelles d'or. Les journaux s'exprimèrent à son sujet en termes très flatteurs, et même la Gazette de la cour dit de lui qu'il marquait le triomphe de l'art polytechnique. Pyrotechnique, c'est pyrotechnique que vous voulez dire, intervint le feu de Bengale. Je sais que c'est pyrotechnique parce que j'ai vu le mot écrit sur ma boîte de fer-blanc. Je disais, continua la fusée. Je disais, qu'est-ce que je disais? Vous parliez de vous, reprit la chandelle romaine. Naturellement. Je sais que je discourais sur quelque intéressant sujet quand j'ai été si grossièrement interrompu. Je déteste la grossièreté et les mauvaises manières de toute espèce, car je suis extrêmement sensible. Nul au monde n'est aussi sensible que moi, j'en suis certaine. Qu'est-ce qu'une personne sensible? Demanda le marron à la chandelle romaine. Une personne qui, parce qu'elle a des corps, marche toujours sur les orteils des autres, répondit la chandelle dans un faible murmure. Et le marron éclata presque de rire. « Pardon, de quoi riez-vous » demanda la fusée. « Je ris parce que je suis heureux » répliqua le marron. « C'est là un motif bien égoïste » dit la fusée avec colère. « Quel droit avez-vous d'être heureux? Vous devriez penser aux autres. En fait, vous devriez penser à moi. Je pense toujours à moi et j'estime que tout le monde devrait faire de même. C'est là ce qu'on appelle la sympathie. C'est une belle vertu et je la possède à un haut degré. Supposez par exemple qu'il m'arrive quelque accident ce soir. Quel malheur ce serait pour vous tous. Le prince et la princesse ne pourraient plus être heureux. Ça en serait fait de leur vie de ménage. Et quant au roi, je crois qu'il ne pourrait supporter cela. Vraiment, quand je commence à réfléchir à l'importance de mon rôle, je suis presque ému aux larmes.
Si vous désirez plaire aux autres, s'écria la chandelle romaine, vous feriez mieux de vous tenir au sec. Certainement, s'exclama le feu de Bengale, qui n'était pas de très bonne humeur. C'est simplement là du sens commun. Du sens commun, vraiment, répartit la fusée indignée. Vous oubliez que je n'ai rien de commun et que je suis très distingué. Ma foi, tout le monde peut avoir du sens commun pourvu qu'on n'ait pas d'imagination. Mais j'ai de l'imagination car je ne vois jamais les choses comme elles sont. Je les vois toujours très différentes de ce qu'elles sont. Quant à me tenir au sec, c'est qu'il n'y a évidemment ici personne qui sache apprécier à fond une nature délicate. Heureusement pour moi, peu m'importe. La seule chose qui soutient quelqu'un dans la vie, c'est la conscience de l'immense infériorité de ses semblables, et c'est là un sentiment que j'ai toujours entretenu en moi. Mais aucun de vous n'a de cœur. Vous criez et vous réjouissez comme si le prince et la princesse n'étaient pas en train de se marier. « Hé !» s'exclama un petit globe à feu. « Pourquoi pas ? C'est une joyeuse occasion, et quand je rugirai dans l'air, je me propose d'en faire part à toutes les étoiles. Vous les verrez briller quand je leur parlerai de la jolie mariée. » La fusée continua de se montrer orgueilleuse avec tout le monde, si bien qu'elle se retrouva seule dans le fossé. « Ce sont vraiment des esprits médiocres, pensa-t-elle. Alors la lune se leva comme un superbe bouclier d'argent, et les étoiles se mirent à briller, et le son d'une musique arriva du palais. Le prince et la princesse conduisaient la danse. Le feu d'artifice fut grandiose, et tout le monde l'admira avec fascination. « Quelle piètre fusée !» pensèrent les autres avec dédain. L'histoire du soir. C'était un grand vieux, sec, au teint basané, et la tête et la figure couvertes d'une épaisse chevelure et d'une longue barbe poivre et sel. Tous les villageois connaissaient le père Louison, et sa réputation s'étendait même aux paroisses voisines. Son métier de canotier et de passeur le mettait en relation avec tous les étrangers qui voulaient traverser le fleuve du Saint-Laurent. On l'avait surnommé le Grand Tronc, et c'était généralement par ce sobriquet cocasse qu'on le désignait lorsqu'on glosait sur son compte. Pourquoi le Grand Tronc ? Mystère. Quelques-uns disaient que le nom provenait de la longueur de son canot, creusé tout d'une pièce dans un tronc d'arbre gigantesque. Si tout le monde au village connaissait le Grand Tronc, personne ne pouvait en dire autant de son histoire. Il était arrivé au village il y avait bien longtemps. Les anciens disaient qu'il y avait au moins 25 ans, sans tambour ni trompette. Il avait acheté sur les bords du fleuve du Saint-Laurent, tout près de la grève et à quelques arpents de l'église, un petit coin de terre grand comme la main, où il avait construit une misérable cahute sur les ruines d'une cabine de bateau qu'il avait trouvée un beau matin échouée sur une bâture voisine. Il gagnait péniblement sa vie, à traverser les voyageurs d'une rive à l'autre du Saint-Laurent et à faire la pêche depuis la débâcle des glaces jusqu'au dernier jour d'automne. On ne le rencontrait jamais sans qu'il eût soit son aviron, soit son fusil, soit sa canne à pêche sur l'épaule. Il allait tranquillement son chemin, répondant amicalement d'un signe de tête aux salutations amicales de la plupart et aux timides coups de chapeau des enfants qui le considéraient bien tous comme un croque-mitaine qu'il fallait craindre et éviter. Si l'on ignorait sa véritable histoire, on ne s'en était pas moins fait un devoir religieux de lui en broder une, plutôt mauvaise que bonne, car le père Louison aimait et pratiquait trop la solitude pour être devenu populaire parmi les villageois. Il se contentait généralement d'aller offrir sa pêche ou sa chasse à ses clients ordinaires, le curé, le docteur, le notaire et le marchand du village. Et si le poisson ou le gibier était exceptionnellement abondant,
il allait écouler le surplus sur les marchés de Joliette, de Sorel et de Berthier. Si on se permettait parfois de gloser sur son compte, on ne pouvait cependant pas l'accuser d'aucun méfait, car sa réputation d'intégrité était connue à 10 lieues à la ronde. Il avait même risqué sa vie à plusieurs reprises pour sauver des imprudents ou des malheureux qui avaient failli périr sur les eaux du Saint-Laurent. Il s'était notamment conduit avec la plus grande bravoure pendant une tempête qui avait jeté un grand nombre de bateaux à la côte en volant à la rescousse des naufragés avec son grand canot. Monsieur le curé affirmait de plus que le père Louison était un brave homme qui s'acquittait avec la plus grande ponctualité de ses devoirs religieux. Toujours prêt à rendre un service qu'on lui demandait, il se faisait toutefois un devoir de ne jamais rien demander lui-même, et c'était là probablement ce qu'on ne lui pardonnait pas. Le monde est si drôlement et si capricieusement égoïste. Chaque soir, à la brunante des longs jours d'été, le vieillard allait mouiller son canot à 2 ou 3 encablures de la rive, dans un endroit où il tendait son varveau ou ses lignes dormantes. Assis au milieu de son embarcation, il restait là dans la plus parfaite immobilité jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. La frayeur involontaire qu'inspirait le père Louison n'existait pas seulement chez les enfants, mais plus d'une fillette superstitieuse, en causant avec son amoureux sous les grands peupliers qui bordent la côte, avait serré convulsivement le bras de son cavalier en voyant au large s'estomper le canot du vieux pêcheur dans les dernières lueurs crépusculaires. Bref, le pauvre vieux était plutôt craint qu'aimé au village, et les gamins trottinaient involontairement lorsqu'ils apercevaient au loin sa figure taciturne. Il y avait au village un mauvais garnement, comme il s'en trouve dans tous les villages du monde. Et ce gamin détestait tout particulièrement le père Louison, dont il avait cependant une peur terrible. Le vieux pêcheur avait attrapé notre polisson un jour que celui-ci était en train de battre cruellement un vieux chien qu'il avait inutilement tenté de noyer. Le vieillard avait tout simplement tiré les oreilles du gamin en le menaçant de faire connaître sa conduite à ses parents. Or le père du gamin en question était un mauvais coucheur nommé Rivet, qui cherchait plutôt qu'il n'évitait une querelle. Et un matin que le père Louison réparait tranquillement ses filets devant sa cabane, il s'entendit apostropher. « Mais dis donc, vous là, le grand tronc, qui est-ce qui vous a permis de mettre la main sur mon garçon ? Votre garçon battait cruellement un chien qu'il n'avait pu noyer, et j'ai cru vous rendre service en l'empêchant de martyriser un pauvre animal qui ne se défendait même pas. » « Ce n'était pas de vos affaires, » répondit Rivet, « et je ne sais pas ce qui me retient de vous faire payer tout de suite les tapes que vous avez données à mon fils. » Et l'homme élevait la voix d'un ton menaçant, et quelques curieux s'étaient déjà réunis pour savoir ce dont il s'agissait. « Pardon, mon ami, » répondit le vieillard tranquillement. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour bien faire, et vous savez de plus que je n'ai fait aucun mal à votre enfant. Ça ne fait rien, vous n'aviez pas le droit de le toucher. » Et il s'avança la main haute sur le vieux pêcheur qui continuait tranquillement à refaire les mailles de son filet. Le vieillard leva les yeux alors qu'il était trop tard pour parer à un coup de poing qui l'atteignit en pleine figure, sans lui faire cependant grand mal. Il fallut voir la transformation qui s'opéra dans toute la physionomie du père Louison à cet affront brutal. Il se redressa de toute sa hauteur, rejeta violemment le filet qu'il tenait des 2 mains et bondit comme une panthère sur l'audacieux qui venait de le frapper sans provocation. Ses yeux lançaient des éclairs de colère, et avant qu'on eût pu l'en empêcher, il avait saisi son adversaire par les flancs et le soulevant comme il l'aurait fait d'un enfant au-dessus de sa tête et à longueur de ses longs bras, il le lança avec une violence inouïe sur le sable de la grève,
en poussant un mugissement de bête fauve. Le pauvre diable qui avait pensé s'attaquer à un vieillard impotent venait de réveiller la colère et la puissance d'un Hercule. Il tomba sans connaissance, incapable de se relever ou de faire le moindre mouvement. Le père Louison le considéra pendant un instant, un seul, et se précipitant sur lui, le ramassa de nouveau. Et en s'avançant vers les eaux du fleuve, il le tint un instant suspendu en l'air et le rejeta avec force sur le sable mouillé et durci par les vagues. La victime était déjà à demi morte et s'écrasa avec un bruit comme celui d'un sac de grains qu'on laisse tomber par terre. Les spectateurs, qui devenaient nombreux, n'osaient pas intervenir. Ils regardaient timidement cette scène tragique. Avant même qu'on eût pu faire un pas pour l'arrêter, le vieux pêcheur s'était encore précipité sur Rivet, et cette fois, le tenant au bout de ses bras, il était entré dans l'eau en courant dans l'intention évidente de le noyer. Une clameur s'éleva parmi la foule. Il va le noyer. Mais en effet, le père Louison avançait toujours dans les eaux qui lui montaient déjà jusqu'à la taille. Il n'allait plus si vite, mais il continua toujours jusqu'à ce qu'il en eût jusqu'aux aisselles. Alors, balançant le pauvre Rivet 2 ou 3 fois au-dessus de sa tête, il le plongea dans le fleuve, à une profondeur où il aurait fallu être bon nageur pour pouvoir regagner la rive. Le vieillard parut ensuite hésiter un instant, comme pour bien s'assurer que sa victime était disparue sous les eaux. Puis il regagna le rivage à pas mesurés et alla s'enfermer dans sa misérable cabine sans qu'aucun des curieux n'ouvrît la bouche. Dès que le père Louison eut disparu, tous se précipitèrent cependant vers les canots qui se trouvaient là pour voler au secours du noyé, qui n'avait pas encore reparu à la surface. Mais l'émotion du moment empêchait plutôt qu'elle n'accélérait les mouvements de ces hommes de bonne volonté, et le pauvre Rivet aurait certainement perdu la vie si des sauveteurs inattendus n'étaient pas venus à la rescousse. S'il était vrai que le père Louison jouissait de la réputation d'un homme paisible et inoffensif, et que Rivet, au contraire, passait pour un homme grincheux et querelleur, une vengeance aussi terrible pour un simple coup de poing ne pouvait manquer néanmoins de produire une émotion générale chez tous les habitants du village. Le curé, le notaire, le médecin et les autres notables de l'endroit se réunirent le même soir chez le capitaine de milice, qui était en même temps le magistrat de la paroisse, pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire dans des circonstances aussi graves. Il fut décidé de tenir une enquête dès le lendemain matin et d'appeler le père Louison à comparaître devant le magistrat, en attendant que le médecin pût se prononcer d'une manière définitive sur l'état du malade qui paraissait s'améliorer assez sensiblement. Quelqu'un fut chargé d'aller prévenir le vieux pêcheur d'avoir à se présenter le lendemain matin à 9 heures à la salle publique du village, où se tiendrait l'enquête préliminaire. Cette nouvelle, jetée en pâture, eut bientôt fait le tour du fort, comme on dit encore dans nos campagnes. Le père Louison n'avait pas reparu depuis qu'il s'était renfermé dans sa cabane. Aussi, n'était-ce pas sans un sentiment de terreur que le bailli s'était approché pour frapper à sa porte afin de lui communiquer les ordres du magistrat. « Monsieur Louison, fit-il d'une voix basse et tremblante. Mais à sa grande surprise, la porte s'ouvrit immédiatement et le vieillard s'avança tranquillement. « Qu'y a-t-il à votre service, Jean Thomas ? » « Monsieur le magistrat m'a dit de vous informer qu'il désirait vous voir demain matin à la salle publique pour... » « Très bien, Jean Thomas. Dites à monsieur le magistrat que je serai là à l'heure voulue. » Et il referma la porte tranquillement, comme si rien d'extraordinaire n'était arrivé, et comme s'il avait répondu à un client
qui lui aurait demandé une brochée d'anguille ou de crapet. Le lendemain, à l'heure dite, la salle publique était comble, et le médecin annonça tout d'abord que Rivet continuait à prendre du mieux. Un soupir de soulagement s'échappa de toutes les poitrines, et l'enquête commença. Le père Louison avait été ponctuel à l'ordre du magistrat, mais il se tenait assis seul dans un coin plié en deux, les coudes sur les genoux et la tête dans les deux mains. À l'appel du magistrat, qui lui demanda de raconter les événements de la veille, tout en lui disant qu'il n'était pas forcé de s'incriminer, il se leva tranquillement et récita les yeux baissés, et d'une voix navrante de regret et de honte, tout ce qui s'était passé, sans en oublier le moindre incident. Il termina par ces mots. « Je me suis laissé emporter par un accès de colère insurmontable. Je me suis comporté comme une brute et non comme un chrétien. Je vous en demande pardon, monsieur le magistrat. J'en demande pardon à Rivet et à sa famille, et j'en demande pardon aux habitants du village qui ont été témoins du grand scandale que j'ai causé par ma colère et par ma brutalité. Je remercie Dieu d'avoir épargné la vie de Rivet, et je suis prêt à subir le châtiment que j'ai mérité. Heureusement pour vous, père Louison, répondit le magistrat, que la vie de Rivet n'est pas en danger, car il m'aurait fallu vous envoyer en prison. Il vous faut cependant que votre déposition soit corroborée, et je demande aux voyageurs qui ont sauvé Rivet de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait et ce qui s'est passé à leur connaissance pendant l'affaire d'hier. Le plus âgé des voyageurs, qui était un enfant de la paroisse revenant de passer l'hiver dans les chantiers de la Gatineau, raconta simplement les faits du sauvetage et corrobora la déposition du père Louison. Son compagnon, qui était aussi un homme de la soixantaine, s'avançait pour raconter son histoire lorsqu'il se trouva face à face avec l'accusé qu'il n'avait pas encore vu. Il le regarda bien en face, hésita un instant, puis d'une voix où se mêlaient la crainte et l'étonnement. « Louis Vanley. » Le père Louison leva la tête dans un mouvement involontaire de terreur et regarda l'homme qui venait de prononcer ce nom inconnu dans la paroisse du village. Louis Vanley. Les regards des deux hommes s'entrecroisèrent comme deux lames d'acier qui se choquent dans un battement d'épée préliminaire. Puis le vieil homme raconta le sauvetage auquel il avait pris part, sans faire aucune autre allusion à ce nom qu'il venait de jeter en pâture à la curiosité publique. Il était évident qu'en dépit des pénibles événements de la veille, les sympathies de l'auditoire se portaient vers le père Louison, et personne ne fit trop attention, si ce n'est le magistrat, à l'aparté qui venait de se produire entre le témoin et l'accusé. D'ailleurs, on est naturellement porté à l'indulgence chez nos habitants de la campagne, et l'enquête fut promptement terminée par le magistrat, qui enjoignit simplement au vieux pêcheur de retourner chez lui, de vaquer à ses occupations et de se tenir à la disposition de la justice. La foule se dispersa lentement, et le père Louison retourna s'enfermer dans sa cahute pour échapper au regard curieux qui l'obsédait. Le magistrat, avant de s'éloigner, s'approcha du dernier témoin et lui intima l'ordre de venir le voir chez lui le soir même à 8 heures. Il voulait lui causer. Fidèle au rendez-vous qui lui avait été imposé, le vieux voyageur se trouva à l'heure dite en présence du juge, du curé et du notaire qui s'étaient réunis pour la circonstance. Il se doutait bien un peu de la raison qui avait provoqué sa convocation devant ce tribunal d'un nouveau genre. Aussi, ne fut-il pas pris par surprise lorsqu'on lui demanda à brûle-pourpoint. « Vous connaissez le père Louison depuis longtemps, et vous lui avez donné le nom de Louis Vanley ce matin à l'audience. »« C'est vrai, monsieur le juge, » répondit le voyageur sans hésiter. « Dites-nous alors où, quand et comment vous avez fait sa connaissance. »
Oh, il y a longtemps, bien longtemps. C'était au temps de mon premier voyage à la Gatineau. Nous faisions chantier pour les Guilmour, et Louis Vanley et moi nous bûchions dans le même camp. C'était un bon travailleur. Tout le monde aimait, surtout à lui entendre raconter des histoires le soir autour du feu. Un jour, une escouade de travailleurs nous arriva pour partager notre chantier. Il y en avait un parmi les nouveaux arrivants qui connaissait Vanley et qui venait de la même paroisse que lui. Ils se saluèrent à peine et il était évident qu'il y avait eu gribouille entre eux. Rien d'extraordinaire ne vint d'abord troubler la bonne entente, jusqu'à ce qu'un jour Vanley vint me trouver et me demanda de lui servir de témoin dans une lutte à coups de poing qu'il devait avoir le lendemain avec son coparoissien. Nous aimons, me dit-il, la même fille au pays, et comme nous pouvons l'épouser tous les deux, nous voulons régler l'affaire par une partie de boxe. La proposition me parut assez raisonnable, car on se bat volontiers, et pour de bien petites raisons dans les chantiers. J'acceptai donc, et le lendemain matin, de bonne heure avant l'heure des travaux, les adversaires étaient face à face dans une clairière voisine. La bataille commença assez rondement. Mais à peine les premiers coups avaient-ils été portés que Vanley était absolument hors de lui-même, dans un accès de fureur noire. Plus fort et plus adroit que son adversaire, il lui portait des coups terribles sous lesquels l'autre s'écrasait comme sous des coups de massue. J'essayai vainement avec l'autre témoin d'intervenir pour faire cesser la lutte, mais Vanley, fou de rage et fort comme un taureau, frappait toujours jusqu'à ce que son adversaire perdît connaissance. Alors Vanley le saisit et, le balançant au bout de ses bras, le lança sur la neige durcie et glacée qui recouvrait le sol. Le pauvre homme qui l'avait presque assommé resta pendant longtemps entre la vie et la mort, et nous le ramenâmes au printemps dans un état pitoyable pour le renvoyer dans sa famille. J'ai appris depuis qu'il s'était rétabli et qu'il avait fini par épouser celle pour qui il avait failli sacrifier sa vie. Le magistrat, le curé et le notaire, après avoir écouté attentivement cette histoire, se consultèrent longuement et finirent par décider qu'en vue du caractère irascible du père Louison, de ses colères terribles et de sa force herculéenne, il fallait en faire un exemple et le traduire devant la cour criminelle. Lorsque le représentant de la loi se rendit le lendemain matin pour opérer l'arrestation de Louis Vanley, il trouva la cabane vide. Le vieillard, pendant la nuit, avait disparu en emportant dans son canot ses engins de chasse et de pêche. Personne ne l'avait vu partir et l'on ignorait la direction qu'il avait prise. Bonne nuit. Bonne nuit.